Mais avant, On est dans ça se un, discute. on est Tu dans vois, un on est dans entre-deux. on est dans le D'accord. combat. Ouais. On est dans le combat et c'est justement la révolution. Donc, D'accord. Ok. et, et puis l'histoire n'a pas été linéaire. Il faut quand même pas oublier, par exemple, que c'est une chambre royaliste qui a voté la République, la Troisième République. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, faut pas croire que tu vois, Ouais, mais c'est. c'est une chambre royaliste, mais parce que aussi les royalistes de l'époque, on le sait très bien, c'est Thiers et compagnie qui nous expliquaient qu'ils avaient quand même, ils avaient je trouve, une façon magistrale de nous dire votons la République parce que grâce à ce Mhm. système-là, le peuple ne pourra plus se révolter. Bien sûr. Et ils diront, et c'est Thiers d'ailleurs qui disait, le peuple dira comme on lui dira de voter. Ouais, Voilà. bien sûr. N'ayons pas peur du Oui, vote. mais oui. Donc ils avaient tout compris. Oui, ils ont Pour tout moi, compris. c'était la mutation de leur Oui. système Mais, monarchiste, si on veut, et puis qui se sont dit bon bah faut qu'on change en fait l'apparence. Et hop, ils ont oui. tout, Ah, ben, bien sûr. comme un tour de passe-passe, mais ils ont tout Mais gardé c'est tel le que but, c'était. de toute manière, c'est le but de l'oligarchie de garder le pouvoir Ouais. par quelque moyen que ce soit, Voilà. quitte à duper le peuple. Et je trouve que c'est une belle duperie, quoi, parce que justement, ces monarchistes qui votent la République Mais alors, pour se mais protéger. pour revenir, Mhm. pour rester quand même dans la question, et ça rejoint le fond de ma théorie sur l'argent. Avec la mort du roi, enfin, le roi est remplacé par un autre roi, l'argent. L'argent qui est le dieu on va dire, le dieu des bourgeois. La bourgeoisie, on appelle ça aussi l'aristocratie de l'argent. Et on a ou l'un, on a ou l'aristocratie de l'argent avec l'ultralibéralisme, etc., ou un ordre fort qui permet de contenir l'argent. C'est ou l'un ou l'autre hein, dans un système monétaire. Et en France, on a une expérience, mais vous prenez les pays européens qui n'ont pas la même expérience, ils ont le même système économique. Ils ont les mêmes problèmes économiques, ils ont la même situation sociale. Enfin, donc nous, en tant que Français, on voit par rapport à notre histoire, mais c'est pas forcément lié à la République. Tu vois, c'est des choses qui sont. Alors, si je me fais des- l'avocat du diable, regarde, quand même, on peut estimer que ce qu'a su Napoléon, c'est presque la suite logique, le bras armé qui va imposer les idées françaises, et en tout cas les idées républicaines au reste de l'Europe. mais déjà, de quelle République on parle avec Napoléon? C'est pas Robespierre, Napoléon, c'est pas la République jacobine. Alors, Hein. c'est pas la... Napoléon a persécuté les Jacobins, ils les ont tous envoyés au bagne ou je sais pas où. Hein. Tu vois, évidemment. On parle d'une république, en tout cas, celle de Mais Napoléon, on une en est les répu- héritiers aujourd'hui. Ouais, mais une république, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière. Mm. C'est comme une monarchie, tu peux mettre tout et n'importe quoi derrière le mot monarchie. Tu vois, Bah, en tout cas, la république, on va dire dans la définition napoléonienne, c'est celle dans laquelle on vit aujourd'hui, quasiment. On me dit alors, Philippe Landeux, quelle serait votre orientation politique? Royaliste, marxiste, communiste, centriste? je suis patricien. Patricien. Oui, Quoi, c'est. noble? Non, 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 patricien, c'est le nom que je donne aux gens qui adhèrent à ma théorie, qui est le civisme. Le civisme. Mais on en a parlé pendant 3 heures. Oui, d'accord, non mais... Oui, mais j'ai une théorie politique très personnelle. Voilà, et cette théorie n'a pas de relais sur la scène politique actuellement. Quoi. Oui, parce que toi, en plus, c'était pour l'abolition de l'argent. Ça, je le rappelle, pour ceux qui... À revoir CF, l'émission d'avant. Et on nous dit aussi, alors, l'abbé Maury, député de Péronne, lors de l'annulation du traité d'union, déclare: La Bretagne est libre, nous n'avons aucun droit sur cette province. Si nous ne voulons pas remplir fidèlement les conditions du traité qui l'a réuni à la couronne, les guerres de Vendée ne sont-elles pas la preuve d'un totalitarisme qui voulait fonder la France dans une forme d'unitarisme coercitif, entre parenthèses, négation de la diversité et de la complexité du royaume? Louis XVI parlait lui-même de ses peuples, entre guillemets, la révolution de la nation, entre guillemets, unique. Ce changement conceptuel profond pouvait-il s'effectuer autrement que par la violence? Encore une fois, la guerre de Vendée, c'est pas une idéologie qui l'amène. Il y a une volonté d'unité, on est d'accord. Mais même sans cette volonté d'unité, ils ne pouvaient pas laisser faire la Vendée, quoi. Ils ne pouvaient pas avoir un foyer. Est-ce qu'ils pouvaient négocier? Mais non, mais ils ne veulent pas négocier en fait de toute manière. Négocier avec qui avec des gens qui ont battu tous les gens qui étaient à leur portée. Mais ces gens-là ne veulent pas négocier. Même s'ils le veulent, en face, ils ne le veulent pas forcément. Tu vois, Puis après, la situation s'emballe. Et non, mais de toute manière, on a eu n'importe quel régime au pouvoir, ils ne pouvaient pas laisser faire la Vendée. La France est en guerre avec l'Angleterre, ils ne peuvent pas avoir une poche en bord de mer, à 2-3 jours de marche de Paris. Enfin, tu vois, voilà, ça n'a pas été réprimé pour des raisons idéologiques.
n'importe quel régime aurait fait pareil, quoi. Mais il s'acharne pas un peu. Alors, C'est ça, c'est l'acharnement en fait qui. Non, mais après, il y a effectivement l'épisode de Turo. Après la virée de Galen, ça aurait pu s'arrêter, mais Turo remet le truc, quoi. Donc, relance la machine. Ouais, parce que- Par rapport à cette histoire d'idéologie, j'aimerais parler de Babeuf, parce que souvent on parle du. C'est René Tchecher qui cite souvent Babeuf. J'ai essayé de lire ça il y a 2 jours. C'est insupportable, hein. La lecture de Babeuf, c'est une construction. Alors, l'idée de Babeuf, c'est que les révolutionnaires, Ouais. voulant apporter le, le confort, enfin, la justice, une certaine aisance à l'ensemble de la population, auraient estimé que la France était trop peuplée par rapport à la richesse potentielle de la France. La richesse potentielle de la France divisée par habitant, Ouais. ça ne faisait pas une part assez grande pour tout le monde. D'accord. Donc, il fallait éliminer une partie de la population. Wow. Donc, ça, c'est ce que dit Babeuf, c'est le projet que Babeuf attribue aux révolutionnaires. Et donc, Babeuf nous dit qu'on a massacré 1 million de personnes en Vendée. Enfin, tu vois, enfin, tout est complètement délirant chez lui. Et lui, il dit une chose, c'est que quand on veut effectivement... Par exemple, Jean Guillemin dit une chose un peu semblable par rapport à la guerre de 14. Il dit, les notables ont voulu saigner la paysannerie pour ne pas revivre la commune. Il dit un truc un peu comme ça. Bon. Et donc, si on veut effectivement éliminer une part importante de la population, quel est le meilleur moyen? C'est effectivement de lancer le pays dans une guerre. Mais le problème, c'est que c'est Robespierre qui était contre la guerre. Tu vois? En fait, ce raisonnement ne tient pas une seconde en réalité. Après, ils ont géré une situation qu'ils n'ont pas. Il se serait bien passé de l'avoir la Vendée. Le problème, c'est que dès qu'ils ont pu, ils ont commencé à retirer des troupes. Ce qu'ils voulaient, c'était finir la guerre de Vendée pour pouvoir s'occuper des armées étrangères. Tu vois, ils l'ont géré parce que ça y était, mais ils en voulaient pas de ce truc-là, quoi. Donc, la théorie de Babeuf est complètement délirante. Mais c'est toujours complètement délirant quand on attribue un projet aux républicains qui, en vérité, n'ont fait que, encore une fois, faire preuve de pragmatisme. Il y a une situation, ils la gèrent comme ils peuvent, quoi. Tant bien que mal, avec succès ou pas, enfin, voilà. Mais c'est pas des... Les révolutionnaires, déjà, quand ils arrivent à ce qu'on appelle les révolutionnaires, quand la révolution éclate, ils n'ont pas dit... On n'est pas au XXe siècle. Tu vois. La révolution arrive, elle surprend tout le monde. Ils n'ont pas d'idéologie, les gens. Mais c'est pas un phénomène parisiano-parisien, quand même, cette révolution. Mais non, mais attends. À la Convention, tu as des gens de toute la France. C'est pas que des Parisiens. Ouais, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les Parisiens qui sont... je veux dire, même là, non, mais à chaque fois, c'est le peuple de Paris qui est sollicité. D'ailleurs, l'intervention de Robespierre du 8 mai, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas si tu as fait gaffe. Je sais pas, en fait, effectivement, c'est l'intervention durant laquelle il parle le plus de la Vendée. Ouais. Mais en fait, il ne parle pas de la Vendée. Il parle de Paris. Ouais, il parle du peuple de Paris, oui. En fait, le 8 mai, c'est que Robespierre dénonce le fait que chaque fois qu'il se passe un truc, c'est ce que tu viens de dire, on sollicite Paris pour envoyer des volontaires. Ouais. Et Robespierre ne veut pas il ne veut plus qu'on dégarnisse Paris. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on retrouvera jusque dans son dernier discours, le 8 Thermidor. Il reproche notamment à Carnot d'envoyer sur les frontières les compagnies de canonniers parisiens. C'est vraiment un truc qui est constant chez lui. Il ne veut pas qu'on dégarnisse Paris. Et donc, c'est pour ça qu'il intervient quand des gens demandent des volontaires pour la Vendée. Parce que c'est toujours de Paris. Son sujet, c'est pas la Vendée en réalité, c'est Paris. Alors on me dit aussi, l'invité est-il au courant que la rumeur qui veut que Danton a acheté la retraite du duc de Brunswick aux portes de Paris avec les joyaux de la couronne qu'il aurait fait voler précédemment? Ah oui, c'est la grande rumeur que qu'il a quelques encablures, le duc, qui n'attaque pas Paris parce que Danton lui remet des joyaux de la couronne. Effectivement, ça a été sans doute négocié. Valmy, on parle de Valmy. Ouais. Et oui. Danton, c'était pas un mec franco du collier, hein. C'était un mec trouble. Hein. C'est d'un côté, c'est la patrie est en danger, de l'audace, encore de l'audace, et puis finalement on paye, quoi. Alors il a peut-être eu raison, hein, je dis pas, mais sur ce coup-là, mais oui, bien sûr. D'accord, bon bah cette rumeur aussi on était au courant. Il y aurait eu Napoléon sans les assignats.
Ça, je sais pas. Question. Sans les assignats, je vois pas bien d'ailleurs le rapport. Le rapport, ouais. Napoléon et les assignats. Bah parce qu'il y a eu la ruine, on va dire, économique, c'est peut-être ça qui veut nous dire qu'il y a eu une ruine économique. Quoi. Ouais, mais les assignats ont été adoptés parce qu'il y avait déjà la ruine économique. Oui, mais ça n'a pas amélioré, ça n'a fait qu'empirer. Ça a été mal fait, ça a été... voilà. Ouais, c'était quand même assez une catastrophe, quoi, ces assignats. Ah oui, mais sans les assignats, ils auraient fait quoi? Ah, Parce que c'est toujours bien de critiquer ce qui a été fait, mais on a fait quoi à la place? bah, je sais pas, trouver un autre système économique. Ah, bah, Supprimer l'argent. ça aurait été une bonne idée, mais ça aurait été un peu précoce. Alors, on me dit aussi un débat Philippe Landeux versus Sigaud. Ah bah, moi, je suis pas contre. Hein. Ouais. Le problème, c'est que... Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien, parce que sur les Lumières, vous n'êtes pas du tout d'accord. Mais Et c'est sur pas mon Robespierre et Le tout. problème, c'est qu'on n'a pas le même sujet, en fait. Elle, son sujet, c'est les Lumières, moi, c'est la Oui, Révolution. presque, j'ai envie de te dire, elle, c'est presque avant, et toi, c'est la Révolution. Oui. C'est presque Ouais. ça, un peu, c'est vrai. Alors, du coup, je voulais citer un document que j'avais préparé, mais bon, on en parlera après, comme ça va noyer un peu le poisson. Alors, on me dit, et d'où vient l'argent pour financer tout ce qui se passe De quel côté? Bah, de quel côté, oui, effectivement, mon cher réduit. De quel côté? Apparemment, les rebelles n'auraient pas vraiment reçu d'argent de l'étranger. Ils se seraient financés en piquant les caisses de l'armée républicaine, quoi. Ouais, tout simplement. Ils ont réussi à... ils étaient puissants, ils étaient chez eux. En plus, leur avantage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les républicains n'avaient pas assez de troupes pour tenir le terrain. Et inversement, les rebelles, eux, fondaient quand ils voulaient, sur le point qu'ils voulaient. Donc eux, ils pouvaient réunir leurs forces pour attaquer quelque part, alors que les républicains, eux, disséminaient leurs forces. Et donc, ils ont pris beaucoup de villes. Et dans ces villes, ils ont pris. C'est comme ça qu'ils se sont armés d'ailleurs. Ils ont piqué les canons, ils ont piqué les caisses, etc. Tu vois, ouais, parce qu'ils prennent toutes les villes au sud de la Loire, hein, c'est ça, et puis ils vont après. Ils les prennent, ils arrivent à rentrer dedans, les tenir, mais ils les gardent pas. Ils les gardent pas. Voilà, c'est un jeu de chat et de souris. Hein, tu vois, c'est pour ça que personne ne peut gagner. Tu vois, pour gagner, comme je disais tout à l'heure, il fallait que les républicains puissent tenir le terrain, mais ils n'avaient pas l'armée pour le faire. Donc c'est un truc qui s'éternise, qu'on le veuille ou non, quoi. Ouais, d'accord, ouais, évidemment. De la même manière que les pillages sont liés au fait qu'on a une armée qui est complètement démunie. Oui, parce que des fois, à la fin, ils n'arrivent plus à les payer. À un moment donné, j'ai lu des notes où il dit qu'il faut absolument payer les soldats parce que sinon, il commence à y avoir des désertions de partout. Ouais, mais même tu les payes une fois qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils partaient un certain temps sur le terrain. Les mecs, ils n'avaient pas de souliers, sous la pluie, dans le froid. Rien à bouffer, au bout d'un moment, les mecs ils pillent. Voilà, exactement. Que tu le veuilles ou non, tu vois. Et puis il y avait beaucoup de désertions, on disait que justement, parce qu'ils disaient que comme il n'y avait pas de solde, au bout d'un moment, le mec qui n'est pas payé, c'est vrai que t'es gentil, mais il dit c'est bon, il faut bien qu'il bouffe, il faut bien que. Donc il se donc c'est vrai que ça faisait une situation complètement chaotique. Quoi. Alors on me dit, peut-on dire que les Chouans vendéens et autres ont été abusés par ceux qui dirigeaient et du coup punis par la Convention? Reprends-moi là. Peut-on dire que les Chouans vendéens et autres, je ne sais pas c'est qui les autres, ont été abusés par ceux qui les dirigeaient et du coup punis par la Convention? C'est-à-dire qu'en gros, bon bah ils ont été victimes aussi de leurs dirigeants. Je pense qu'il y a de ça. Ouais. Il y a de ça. Parce que quoi, qu'est-ce qu'ils voulaient ces dirigeants chouans? C'était quoi leur motivation profonde? Je sais pas, en fait. On l'a expliqué un peu, mais au-delà, parce qu'ils allaient arriver à quoi, in fine, je veux dire, bon, rentrer en guerre contre la France, ils savaient, j'ai presque envie de dire qu'ils pouvaient ne pas gagner, c'est pas possible. Alors peut-être, oui, vous en rentrez en Angleterre. Mais déjà, une chose, c'est qu'une insurrection qui n'a pas lieu dans le siège du pouvoir est quasiment vouée à l'échec, déjà dès le départ. Quoi. Tu t'insurges, sur le lieu du pouvoir, tu prends le pouvoir, mais sinon, tu fais quoi? Tu laisses le pouvoir à l'autre, donc lui, il a le temps de s'organiser, etc. Donc déjà, à la base, c'est quasiment voué à l'échec. Et puis, je sais pas j'arrive pas à comprendre ce qu'il voulait, quoi. Alors là, il faudrait que des gens nous expliquent. Moi, c'est pas mon sujet, mais c'est pas. J'ai du mal à comprendre, quoi. Je vois pas ce qu'il pouvait obtenir. Ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait obtenir. Est-ce que ça voulait vraiment dire, alors là, question aussi, qu'à l'époque, il n'y avait pas de conscience encore de la nation française. Je veux dire, quand on était en Vendée, on ne se sentait pas français. Là, je pense que là, c'est faire l'histoire à l'envers. Alors vas-y. Non, je pose la question parce que finalement, est-ce qu'ils avaient envie d'appartenir au projet France, ces Vendéens là? Est-ce qu'ils se sentaient aussi proches de ces républicains ou finalement ils sentaient qu'ils appartenaient à la même nation?
Ou alors, qu'est-ce que c'est pas la République qui a forcé la nation en disant Non, en c'est fait, la moi je nation, pense vous que l'avez. c'est l'inverse. Je crois que c'est ce que dit Jean-Clément Martin dans son bouquin, que je vais d'ailleurs présenter. Ouais. C'est cette guerre-là qui a forgé cette identité, cette culture, cette identité particulière. Mais à la base, je pense ils faisaient partie de. Ouais, ils étaient français comme tout le monde, tu vois. Mais cet épisode-là, tragique et particulier, a donné à cette région-là une conscience particulière. Mais c'est après, c'est pas avant. Donc, Tu vois, quand tu poses la question, en fait, tu mets la charrue dans les deux. mm. Et donc, ouais, je vais dire donc, aux spectateurs que donc, mon bouquin, moi, c'est un recueil de documents. Ce ne sont que des documents, d'ailleurs, c'est très bien que tu en parles un petit peu, parce que toi, tu l'as lu. Mais si vous voulez lire une bonne analyse, d'ailleurs, dans laquelle il nous parle des peaux humaines, enfin, des libérations des prisonniers par Bonchamp, etc. Mhm. Donc, c'est un bouquin qui me paraît très objectif. Et donc, c'est Jean-Clément Martin, la guerre de, La guerre de la Vendée. guerre de Vendée, tout D'ailleurs, lui, il simplement. met jusqu'en 1800. Ouais, mais bon, en fait, ça s'arrête. Enfin, jusqu'à 1800, après 96, c'est bon. Moi, là-bas, ils m'ont dit C'est c'est beaucoup. jusqu'à Napoléon. On m'a dit que c'est à l'arrivée de Oui, Napoléon oui, que oui. ça se calme vraiment. Vraiment, ça se calme Ça se vraiment, calme, mais voilà. bon, le gros de la guerre, c'est jusqu'à. Mais le gros, Bah, c'est. le gros de la guerre, en fait, c'est jusqu'à 94, 94. mi-94. Ouais, Après, d'accord. Après, ça c'est continue, les mais événements dont tu parles, mais c'est plus larvé, c'est ça, un peu plus c'est euh, c'est moins violent, c'est à moins d'ampleur de ce qui se passe avant. qu'au début 94. Et donc, voilà, la guerre de Vendée, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne analyse, quoi. J'ai retrouvé Alors, il n'y a pas de document dedans, il n'y a aucun document. Mais si vous connaissez mon bouquin, vous verrez tout de suite à quel document il est fait allusion. Honnêtement, j'ai trouvé que ça très bon, quoi. Une très bonne analyse, quoi. Et alors présente-nous aussi Reynald. Et toi, Hein. qu'est-ce que tu as à reprocher à notre ami Reynald de Alors, Séchère? alors ça, pour commencer, c'est pas Alors, ça, a priori, c'est son dernier. ouais, Mais sa thèse, est celui-là. C'est la Vendée vengée. la Vendée vengée, le Voilà. génocide franco-français, Voilà. le sous-titre. Donc ça, c'est sa thèse. Mhm. Bon. Euh, Alors la thèse est quand même nettement moins partisane que son dernier bouquin. On y apprend des choses intéressantes. Mais je trouve que la chronologie n'est pas assez respectée, quoi. Ça part, ça avance, ça revient, ça repart. Souvent, il n'y a pas les dates. Donc moi, je connais les documents, donc je sais, je T'arrives sais à te situer, resituer. Mais celui qui ne connaît pas est un peu perdu. Bon. On apprend des choses intéressantes, notamment sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais personne ne nie ce qui s'est passé sur le terrain, encore une fois. Moi le premier, tu vois, les deux. Ah, oui, Les, oui. Ah bah rien n'est caché, de toute façon, y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'entre eux, ils se disent tout. Il n'y Voilà. a pas de problème là-dessus. Ça, Là, ça fait bien parce que là j'ai trouvé ma transition. Et alors, je vais là pour simplement rebondir sur le titre. Donc, Le titre, pourquoi ouais. la Vendée vengée? Parce qu'effectivement, Merlin de Thionville propose le 7 novembre 93, je crois. Je vais peut-être retrouver la date, octobre. 7, 8, non, c'est le 8 novembre. Le 8 novembre 93, Merlin de Thionville propose à la Convention, et lui il parle également de faire peupler la Vendée, etc. Mais parmi ses propositions, il y a de débaptiser le département de la Vendée et de le rebaptiser département Vengée. D'où D'accord, la Vendée, il voulait l'appeler. Vengée. Mais l'important c'est la date. On est en novembre 93. Novembre 93. Il n'y a pas eu encore les virées de Galerne. En fait, on est après Cholet. Il n'y a pas eu les grands massacres avec les colonnes infernales, tu vois. Tout ça, ouais. Donc, quand dans sa tête, il parle de venger, c'est pas parce qu'on a massacré tout le monde. Tu vois, il n'y a pas cette dimension-là, en fait, en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce bouquin-là, je crois que ça doit être ici, voilà, Reynald Séchère donc dit, donc, il présente le projet de Merlin de Thionville, et donc la Convention renvoie ce beau projet, bien que simple et facile à exécuter, au comité de salut public, car il lui semble trop précipité, comme l'explique Fayot. Bon, après, il donne l'intervention de Fayot, et effectivement, c'est ça. C'est un projet qui n'a pas été décrété, qui a été renvoyé au comité de salut public. Donc la Convention n'a jamais débaptisé la Vendée. D'accord? Ça a été renvoyé au comité de salut public. Ce que M. Séchard ne précise pas, c'est que cette proposition a quand même été inscrite dans le bulletin de la Convention comme ayant été décrétée. C'est une erreur qui est relevée dès le lendemain par un député, je ne sais pas lequel, peut-être Fayot,
qui signale que ça a été imprimé par erreur. Et la Convention ordonne de porter la correction. Donc 2 fois, la Convention rejette en fait cette proposition. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dans ce bouquin-là, donc j'ai lu le passage dans lequel il dit que c'est renvoyé au comité, et dans ce bouquin-là, on trouve exactement le contraire. Voilà, ben tiens, vas-y. Alors, Là. celui-là. Sur proposition de la Convention, le 7 novembre 1793, afin de finaliser la politique d'extermination des Vendéens et d'anéantissement de leur territoire, le comité de salut public, symboliquement, débaptise la Vendée pour l'appeler le département Vengé. D'accord. Donc, c'est un mensonge, en fait. Bah ouais. En fait, il a Mais- tenté de le faire, il aurait dû mettre ça. Non, il a c'est- tenté de le faire Non, mais débaptiser. c'est pas le comité. C'est pas le comité, d'ailleurs, c'est la... C'est un représentant en mission qui revient de mission. On peut dire éventuellement la convention, mais La c'est pas le comité. convention, voilà, par Mais, erreur. Ouais. donc là, il laisse entendre que c'est le comité, que ça a été adopté, etc. Non, dans son premier bouquin, il dit Il dit le contraire, voilà. ouais. Or Ouais. là, il a raison. Quoi. Hum. D'ailleurs, dans mon bouquin, vous trouverez tous les débats qui ont eu lieu sur cette question-là. Quoi. Et ce n'était d'ailleurs pas la première fois que une telle proposition a été faite. De débaptiser la Vendée, il y a plusieurs trucs comme ça. Alors, tout à l'heure, je t'ai parlé de quelqu'un des Sables d'Olonne qui voulait débaptiser la guerre. Et je crois qu'il voulait aussi changer le nom de la Vendée. Ouais. Encore C'est pas les seuls, ouais. Ouais, ouais. Non, parce qu'on là, ce qu'on appelait tout le temps la Vendée, ça portait préjudice. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est à se demander pourquoi ils ont appelé ce département la Vendée, parce que c'est un petit ruisseau. Ils auraient pu appeler ça autrement, quoi. Mais bon. Donc nous aujourd'hui, on est habitué au terme Vendée. Ah, bah oui. Et d'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que les républiques, enfin à l'époque, on parle de la guerre de la Vendée. Moi, je pense qu'une des raisons, c'est que c'est le nom le plus simple. Parce qu'à côté, tu as la Loire inférieure, tu as le Maine-et-Loire et tu as les Deux-Sèvres. L'autre, ça s'appelle la Vendée. C'est quand même plus simple à dire, tu vois. Ah, d'accord. Je pense, ouais. moi, je pense que ça a joué, ça. Juste ça. Bah oui, sinon, la guerre du Maine-et-Loire, la guerre de la Loire inférieure, tu vois. Du coup, je pense qu'ils ont pris le terme Vendée par facilité. Hein. Ça a dû jouer. Ouais. Ah, parce que beaucoup de Vendéens qui nous regardent. Hein. Alors, on me dit aussi, sur la 5ème République qui prend ses bases sur Voltaire et le génocide de la Vendée, avons-nous des leçons à retenir de l'histoire? Ou doit-on être républicain sans culture, ni âme, ni conscience? Ouh. Ouais. Elle est où la question? Elle est là. La 5ème République qui prend ses bases sur Voltaire et le génocide de la Vendée. Ah oui, sur le génocide de la Vendée. Mais Ouais. personne ne se glorifie de la Vendée. Hein. Oui, c'est pas... bah, Mais en fait, les seuls qui parlent de la Vendée, ce sont ceux qui parlent du génocide. Hein. Les autres, personne n'en parle. Hein. Personne ne le nie, hein, mais personne n'en parle. Quoi. Donc, parce que, pour par exemple, moi, la République ouais. n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a fait, puisque ce n'est pas la toi, République. tu dis elle a fait que se défendre. Toi, Non, tu non, dis c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que les instances républicaines n'ont pas ordonné ce qui s'est passé. Quoi. Ça s'est passé, mais voilà, c'est pas les républicains, c'est pas Paris qui l'a ordonné. Quoi. Donc, elle n'a pas à avoir honte d'avoir écrasé une rébellion, mais elle ne peut pas non plus se glorifier de ce qui s'est passé, parce que ça a été atroce. Quoi. Donc, du coup, on n'en parle pas. Mais voilà, c'est. Mais après, on peut, est-ce qu'on quand même, Mais tu après, vois, l'analyser comme un événement politique, Bien tu sûr. vois, un fait politique, en disant, bah, la République, à ce moment-là, elle est effectivement, bon, il faut bien le rappeler, c'est vrai, un régime, j'ai presque envie de dire, en voie de création, puisqu'elle est Ouais, instable, elle est à son début, elle est au stade presque embryonnaire, hein, ça vient d'exister, mais... dis donc, c'est un embryon qui rigole pas, quoi. Il est très, Ben, très... ils peuvent pas rigoler. Ah oui, il est très agressif. Mais hein, c'est quand pas... tu es dans une guerre à mort, tu rigoles plus. Hein. Non, mais il rigole plus sur tous les fronts, quoi. C'est-à-dire, Mais, je veux bien, on rigole pas avec les Prussiens et les Autrichiens, mais on rigole pas non plus avec les Mais- mecs de l'Ouest, quoi. Mais les mecs de l'Ouest rigolent pas non plus. Hein. Ils rigolent pas non plus. Hein. Alors il y a une période effectivement où ils font des prisonniers, mais tout le monde ne fait pas de prisonniers. Ouais. Les mecs quand ils se font attraper, ils se font zigouiller aussi. Hein. Bah, d'ailleurs, Torturer, il parle de etc. l'humanité des prisonniers, hein, à un moment donné, dans un rapport. Non, des rebelles. Des rebelles, pardon, oui. Des rebelles. Oui, mais Ils le disent. Ah bien tiens, mais d'ailleurs tu me donnes l'occasion de faire la transition avec je voudrais présenter en fait un document. En fait, Ouais. je vais lire ce document pour voir si les gens, donc les métanotes, Ouais. arrivent à voir ce qui cloche dans ce document, d'après les connaissances qu'ils ont. Donc c'est un document que j'ai trouvé que j'ai vu passer sur mon Facebook et que j'ai trouvé donc sur un site
et qui est présenté tel que je vais vous le lire. Donc, lettre de Merlin de Thionville, ça tombe bien puisque on retrouve le même Lascar. Donc, lettre de Merlin de Thionville est datée du 10 Vendémiaire an 2, 10 octobre 93, à Montglone, Saint-Florent-le-Vieil, représentant en mission du comité de salut public au comité de salut public, peu après le passage de la Loire par l'armée vendéenne. J'arrive avec Boursault et quelques troupes, mais j'arrive trop tard pour noyer les brigands. Cette armée du pape nous avait fait tant de mal que l'on n'a pas poursuivi avec une activité assez révolutionnaire, nous échappe encore. Mais elle n'a plus de chef. Lescure agonise, Delbé est blessé à mort, et Bonchamp n'a plus que quelques heures à vivre. Ces lâches ennemis de la nation ont, à ce qui se dit, épargné plus de 4000 des nôtres qu'ils tenaient prisonniers. Le fait est vrai qu'un jour le tient de plusieurs d'entre eux. Quelques-uns se laissaient toucher par ce fait d'incroyable hypocrisie. Je les ai pérorés, et ils ont bientôt compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance à ces brigands. Mais comme la nation n'est pas encore à la hauteur de nos sentiments patriotiques, vous agirez sagement en ne souffrant pas mot sur une pareille indignité. Des hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves, ce n'est pas révolutionnaire. Il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. N'en parlez pas même à la Convention. Les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire écrire des journaux. Cela s'oubliera comme tant d'autres choses. Signé Merlin. Lettre retrouvée et publiée par Edmond Biret, dans Mémoires et Souvenirs, paru chez V. Reto à Paris, 1895-1896, deux volumes in 8, rapporté par la revue historique et archéologique de l'Association bretonne, par l'ancien directeur des archives de la Loire-Atlantique. Donc voilà le document, comment le document est présenté. Évidemment, quand on lit ça, on se dit, ce sont vraiment des fumiers. Ah bah oui. Bon, sauf que c'est l'idée que ça veut que la présentation de ce document veut faire passer. Bon, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui clochent. Déjà, donc, lettre de Merlin de Thionville, datée du 10 Vendémiaire en 2, 10 octobre 93. Déjà, la date est fausse. C'est le 10 Vendémiaire en 2, ça ne correspond pas au 10 octobre 93. Non. Il y a un décalage dans entre le calendrier républicain et le calendrier grégorien. Oui. Donc, ah oui, d'accord. Ah bah oui, ça correspondait pas tout à fait. Bah non, le premier jour... La Terre tournait plus vite pour la Révolution. Le premier jour, c'est le 22 septembre. Le 22 septembre. Oui, c'est la proclamation de la République, c'est l'anniversaire. D'accord. Donc le premier, ça tombe un 22. Donc tu peux jamais avoir 10-10, tu vois. D'accord. Bon. Alors, non seulement ça, alors, en admettant que la date en calendrier républicain était mise après, il y aurait eu une erreur. Mais le problème, c'est que 10 octobre, ça ne correspond pas non plus. Il est question en fait du passage de la Loire. C'est le 17 octobre. Donc ça peut pas être avant, ça c'est pas possible. Donc déjà, voilà. Donc quelqu'un qui vous présente sérieusement un document dont la présentation est fausse de A à Z. Non mais déjà quoi. Bon déjà on peut douter de l'authenticité, c'est ça que tu veux dire ensuite Premièrement. Ensuite, donc il est question, ce qui évidemment est censé soulever l'indignation, c'est que Merlin de Thionville voudrait qu'on cache le fait que les rebelles faisaient des brigands, que les rebelles faisaient des prisonniers, et en plus il faudrait cacher le fait. Donc évidemment quand tu lis ça, tu es indigné, etc. Le problème c'est que le fait n'a pas été caché, et par Merlin de Thionville le premier. Donc j'ai relevé des lettres, on le trouve dans le bouquin. Ouais, parce que j'ai vu ça un moment. Non seulement Merlin lui en parle, mais tout le monde en parle en fait de cette histoire-là. Ouais. Parce que à partir du moment où on sait que les rebelles faisaient des prisonniers, bah, c'est que de fait ils faisaient des prisonniers. Quoi. Donc on ne peut pas cacher le fait qu'ils en faisaient. Cette lettre est d'autant plus extraordinaire que Merlin de Thionville signale lui-même une lettre également signée par Bellegarde, Fayot, Chaudieu, Bourbotte, Thureau et Carrier, écrite de Beaupréau le 7e... Alors déjà, voilà comment on écrivait d'ailleurs la date à l'époque. 7e jour de la 3e décade du premier mois de l'an 2, 18 octobre, dans laquelle était annoncé. Donc ça, c'est une lettre signée par Merlin de Thionville. Au nombre des avantages remportés dans cette journée, nous comptons celui d'avoir rendu à la liberté 1200 malheureuses victimes de leur dévouement à la patrie, que ces monstres détenaient depuis longtemps dans l'esclavage. Nous allons donner un soin particulier à ces infortunés et nous courons de suite sur les restes de l'armée chrétienne. Lettre lue à la Convention le 24 octobre. Donc pour quelqu'un qui veut cacher à la Convention que les rebelles faisaient des prisonniers, il écrit lui-même à la Convention et cette lettre est lue à la Convention. Bon, et comme ça, en fait, il y a plein de lettres. J'en ai d'autres. Bon, je ne vais pas toutes les lire. Ouais, ils en parlent. Non seulement c'est pas à cacher, mais c'est lu à la Convention.
Tu vois, t'en as un qui annonce qu'il y a 10 000 prisonniers ont été libérés, l'autre c'est 8 000. Enfin, c'est pas caché du tout. Contrairement à ce que voudrait laisser entendre ce document. Mais voilà, ce document sans information, ça soulève l'indignation, mais un truc totalement infondé. Alors, à l'arrivée, je ne sais même pas si le document est un vrai, quoi. Parce que vu que c'est Merlin de Thionville, soi-disant, parce que la signature elle-même est bonne, mais présenter un document qui émane de quelqu'un qui dit le contraire dans une autre lettre, c'est... Oui, parce que là, moi, je disais aussi, voilà, les rebelles séduisent par leur tactique et leur humanité. Donc, c'est une lettre des représentants de l'armée des côtes et qui, alors, ils disent les succès des rebelles ont produit un effet bien funeste sur l'esprit du public et nous croyons devoir vous rendre compte du résultat de toutes les observations que nous avons été portés à faire à ce sujet. Plus ils gagnent de pays, plus ils grossissent leur armée, commettent des ravages et diminuent nos forces et nos moyens. Nos armées battues se sont débandées et beaucoup de soldats, au lieu de rejoindre leur corps, ont déserté malgré la surveillance de toutes les autorités constituées. Les fuyards, les déserteurs et les prisonniers exagèrent le nombre des rebelles, qui malheureusement n'est que trop considérable. Ils vantent leur tactique et leur humanité. Ils colportent même des adresses imprimées par les brigands. Les patriotes sont fatigués ou abattus. C'est-à-dire que dans son rapport, il reconnaît qu'il y a des gens qui s'enfuient, qui vont se réfugier de l'autre côté, qui disent mais ils sont humains, ils sont très sympas avec nous. Oui, quoi, mais il ne cache rien. Hein. Alors celle-là, je ne sais pas s'il a été lu à la Convention, mais bon, il y a beaucoup qui ont été lus. Oui. Sur, en tout cas, c'est une correspondance du chef de l'armée, qui écrit au comité de salut public. Ouais. Un représentant. Ouais, représentant de l'armée des côtes de La Rochelle, qui écrit au comité de salut public. Voilà. Non, il ne cache rien. Donc, le genre de document-là, ça... c'est fait pour jeter le discrédit sur des gens. Alors, je sais, et sans même savoir si le document est vrai, tu vois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi, puisque là, l'heure avance, on me dit, les guerres de l'Ouest ne s'arrêtent-elles pas en réalité en 1804 avec la décapitation de Cadoudal? Cadoudal, c'est quoi? C'est le dernier chef rebelle, c'était un chouan, lui. C'était le dernier chef chouan, voilà. Ouais, qui se fait arrêter, finalement, à l'époque de Napoléon, quoi. Ouais, est-ce qu'à ce moment-là, au moment où Cadoudal est décapité, est-ce qu'elles ont encore une intensité Ouais. C'est les derniers soubresauts de cette... Mais c'est même pas le soubresaut de la guerre elle-même, tu vois. C'est un chef rebelle. Après, je connais pas bien cette... Alors, les routes que nos ancêtres ont choisies nous mènent début 2015 à Charlie. La route des Vendéens aurait pu nous mener ailleurs, de meilleures contrées. Ça, c'est une question. Oui, question. L'invité est-il au courant qu'une femme a annoncé la mort de Robespierre par un rébut? De quoi? On me dit, l'invité est-il au courant qu'une femme a annoncé la mort de Robespierre par un rébut? Annoncer ou à commenter? Il faudrait donner le rébut. Peut-être que j'ai peut-être déjà lu, je sais pas. On me dit... quelqu'un me demande si je peux expliquer ce que Robespierre pensait de la démocratie. Les grandes lignes de Robespierre sur la démocratie. Je ne vais pas le faire ici, mais allez sur mon blog, ou dans mon bouquin, d'ailleurs, je l'ai ici. C'est le sous-titre du bouquin, donc voilà. Donc Robespierre... L'âme de la Révolution. Nation et démocratie. Il y a toute une partie sur Robespierre et la démocratie, justement, où j'expose tous les principes que Robespierre considérait comme faisant partie d'une démocratie digne de ce nom. Donc vous trouverez d'ailleurs également cette partie-là sur mon blog. Donc tapez la démocratie selon Robespierre. On dit que Robespierre aurait enlevé l'enfant roi, Louis XVII, de 10 ans, enfermé dans l'obscurité pendant des mois. Il l'aurait fait remplacer par un autre enfant. Avez-vous des détails sur cette histoire? C'est George Harrison, tu comprends ça? Parce que c'est vrai que c'est une rumeur. C'est une rumeur, mais il n'y a jamais eu de confirmation de ça, mais c'est une rumeur. On dit... on peut dire plein de choses. On peut dire beaucoup de choses, effectivement. Alors, je vais voir. Allez, les dernières questions. Je regarde si ils en ont. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Non, voilà, ils discutent de bêtises. Mais ils ont même plus de questions. Voilà. Bon, écoute. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ah oui, tiens, alors. Ouais. Robespierre aurait pu être poursuivi pour crime contre l'humanité. Bon, alors c'est justement ce que soutient Rénal Sécher. C'est ce que soutient Rénal Sécher. Voilà. Parce qu'il faut préciser que quand même son livre, il est préfacé, tu m'as dit. Non, c'est un autre. Là, c'est sa thèse. C'est sa thèse, d'accord. Sa thèse, ouais. Donc il y a une préface. Et donc l'avant-propos écrit par M. Sécher. Et c'est deuxième page. C'est ça, voilà. Comment peut-on imaginer que des criminels contre l'humanité comme Robespierre, Carnot,
et donner leur nom à des collèges, des lycées, des rues, etc. Donc, deuxième page, Robespierre est traité de criminel contre l'humanité. Je précise que dans le bouquin, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est. En fait, il y a bien il y a- quelque chose qui s'est passé, mais c'est plus complexe que. il y a un index. On peut pas dire. Non, mais il n'y a rien sur Robespierre. Sur Robespierre, C'est c'est quand même lui qui est accusé de crime contre l'humanité. Ouais. Bon, ça me paraît être une accusation quand même assez grave. Donc, à Robespierre, tu peux voir comme moi. Combien d'entrées? Attends, non, ça c'est les noms des lieux. Voilà. Combien d'entrées pour Robespierre? 4, 5. Non. Page 32, 189, 190, 6. 6. 6 entrées, contenant donc, y compris celle où c'est M. Sécher qui évoque Robespierre. En fait, il n'y a pas un document de Robespierre sur la Vendée, quoi. Ouais. Et dans À la limite, toi, tu lui en donnes plus. C'est ça que tu veux me dire ah, dedans, il y en a plus. largement. Ben, moi, je les donne tous. Ah bah toi, tu les donnes, c'est sûr. Moi, je donne tous ça les les cache documents. pas, parce que moi, le discours de Robespierre, j'étais choqué quand j'ai lu. Moi, je ne cache rien. Je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, voilà, et quand on a lu ça, on ne peut pas en conclure ça. On ne peut pas en conclure que. Voilà, c'est criminel contre l'humanité. Bah, Bon, moi, sincèrement, effectivement, bon, à la lecture, encore en plus, peut-être se replonger encore plus, ça va déjà donner du travail, mais effectivement, on ne peut pas dire, voilà, Robespierre plus coupable qu'un autre, mais moi, j'ai envie quand même de parler quand même d'un régime, alors après, qu'on peut expliquer, parce que toi, tu nous expliques aussi le contexte, effectivement, la guerre, le régime qui vient. On peut pas négliger, mais on peut pas négliger un contexte de guerre. C'est quand même surdéterminant. Ce régime est quand même. Moi, des fois, je te dis, bon, bah, Robespierre, si c'est pas Robespierre, j'ai envie de le remplacer par Manuel Valls, quoi, un peu, des fois. Je sais, c'est-à-dire que Robespierre, quand je l'entends avec son discours qui nous dit les rebelles, les ennemis du peuple, le machin, moi, j'entends le discours d'aujourd'hui, la République, les ennemis de la République, Ouais, mais machin, le problème, etc. c'est que d'ailleurs, la République, ils ne mettent pas forcément la même chose et ils ne se battent pas pour la même chose. Hein. Eux, ils se battaient pour la sauver. J'ai l'impression qu'il y en a qui aujourd'hui se battent pour la détruire. Hein. Enfin, la France, je parle, la République, c'est un prétexte. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est On pas peut le tout à voir fait- comme ça Ah oui, aussi. On peut le voir comme ça aussi. On me dit l'histoire de la femme annonçant la mort de Robespierre est dans l'ouvrage de Jean-Philippe Domecq, Robespierre, dernier temps. Bon, bah voilà, on a la réponse. J'ai dû le lire celui-là, mais je crois que c'est pas un roman celui-là. Ou c'est pas un peu romancé, je sais plus. Je l'ai lu, hein, mais il y a longtemps. Hein. Ah, bon, bah voilà, vous avez la réponse. Bon, en tout cas, Philippe, merci d'être Merci de rien. venu. Hein, C'était un peu confus, mais bon. Non, mais ça, je pense que c'était un petit peu au début. Bon, bah c'est normal, le sujet est quand même assez complexe, mais je pense que ça a permis de creuser un peu sur ce sujet. En Ouais, plus, mais- c'est très bien parce que nous, on nous a, hein, comme on nous accuse toujours de prendre parti, comme quoi, vous voyez que c'est absolument faux. Hein, parce que quand j'avais fait cette interview cet été, pardonnerai, j'ai oublié le nom de notre camarade qui nous avait accepté de nous donner l'interview. En tout cas, c'était un disciple de Rénal Sécher. Ah, mais c'était à l'extérieur, non? Oui, Ah, mais je l'ai pendant vu, le alors lui, il Métatour. disait des trucs énormes, quoi. Voilà, exactement. C'était Ah, mais pendant le c'est- Métatour. oui, je l'ai vu, ça. Ouais, Attends, voilà. qu'est-ce qu'il y a Ouais, j'avais vu des trucs Alors- qui m'avaient fait sauter, quoi, sursauter. Ah bon, bah c'est possible parce que, évidemment, à l'époque, tu sais, quand cette vidéo Ah est oui, parue... non, par exemple, il dit que c'est la République qui déclare la guerre, par exemple, tu vois. Oui, bah c'était terrible. Mais moi, Non, tu non, sais non, mais sauf que la guerre est déclarée en avril 92, oui. et la République, c'est septembre 92. Non, mais il y a des trucs, si tu veux, bon, dans cette, comment dire, dans cette entrevue, et puis il faut bien le dire, là-bas en Vendée, d'ailleurs je salue tous les Vendéens parce qu'on a été très très bien accueillis, mais j'avais pas réalisé, moi, je connais très mal la Vendée, hein, je vais te dire, mais à quel point cette histoire les avait marqués, parce que là-bas on en a parlé, mais alors, j'étais étonné de voir que 200 ans après, ce truc-là était encore dans les mémoires très 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 présent. Ouais, mais c'est aussi, je pense, que c'est une mémoire qui est cultivée. Hein. Bah, ça mérite un débat ce que tu dis là, mais c'est intéressant ce que tu dis Après, là. moi, je suis pas du cul du coin. Moi, je suis Ouais, non, donc, mais toi, t'es pas de ce coin-là, mais c'est intéressant. Bah, non, parce que là-bas, tu sais que c'est vraiment. Mais- on m'en a parlé, j'ai comme si je découvrais tout d'un coup, ah ouais, je savais pas que ça avait traumatisé les gens à ce point-là, et puis ils Ah, bah, m'expliquaient. sans doute, oui. Mais à la limite, j'ai une petite larme à l'œil, hein, tu sais, quand on t'explique leurs histoires, ils te disent oui, on a fait amener des chiens pour tuer les gens, machin. Je dis, oh, d'accord, bon, bah, disons que c'était méchant. Ah oui, oui. Non, mais ça a été. C'est un déchirement, cette histoire-là. Quoi. Moi, en tant que républicain, j'arrive même pas à comprendre ce truc-là. Quoi. Je comprends qu'il y a eu une guerre parce qu'il y a eu un affrontement, mais après,
les atrocités qui ont été commises, ça dépasse l'entendement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et visiblement, ça a quand même marqué les esprits, en tout Mais cas après, dans cette région. comme je te dis... Mais toi, tu dis, il y a une mais volonté déjà, d'entretenir un peu. on oublie aussi une chose, c'est qu'il n'y avait pas que des rebelles dans le coin. Il y avait aussi des républicains, puis il y avait toujours, comme d'habitude, une masse de gens qui s'occupaient de rien, quoi, tu vois. Donc, t'as l'impression qu'aujourd'hui, ils sont tous descendants de charrettes, tu vois. Non, je crois pas, non, Après qu'il y a beaucoup de... est-ce que les victimes ont beaucoup de descendants? Après, tu vois, c'est la question qu'on se pose sur ce sujet-là, comme sur d'autres, tu vois. Ça, c'est une question, une grande question. En tout cas, merci, mais on pourra pas nous accuser, vous voyez, d'être qu'un seul parti, parce qu'à l'époque, on nous avait fait ce reproche en nous disant « Ah, mais vous déconstruisez l'histoire de la Vendée pour taper sur la République ». Et j'avais dit « Mais non, mais vous savez, si quelqu'un vient de soutenir la thèse inverse, on le recevra de la même façon. » Et preuve est faite, vous voyez, que quoi... Moi, je ne soutiens pas une thèse, hein. Oui, en plus. Oui, tu ne soutiens pas une thèse en plus. Moi, non, mais nous, on nous accuse à chaque fois d'être partisans. C'est-à-dire, tu vois, si je fais passer quelqu'un, on va me dire, t'es forcément d'accord avec le mec. Je dis, non, j'ai dit, on le laisse s'exprimer, c'est différent. Moi, je ne soutiens... Là, évidemment, quand j'en parle, je suis... Moi, je n'adhère pas à la thèse du génocide. Oui. Mais mon livre lui-même n'est pas une thèse. Bien sûr, bien sûr. Non, ça, y a pas de souci. Mais tu devrais le dire plus souvent. Ouais. Non, ça, j'ai bien compris. C'est pas une thèse, mais en tout cas, voilà, tu exprimes une opinion très différente que le monsieur justement que tu as vu dans l'interview. Là, oui. Et voilà. Donc, mais comme j'expliquais justement, c'est-à-dire sur le même sujet, on peut laisser deux opinions complètement divergentes s'exprimer, quoi. Parce que souvent, sur ce coup-là de Vendée, figure-toi, quand vous avez accusé d'être partisan, de disant oui, vous êtes partisan, vous voulez participer contre la République, je disais mais non, mais on a rencontré quelqu'un qui nous explique quelque chose, on le fait parler. Maintenant, si quelqu'un nous explique le contraire, on le fera parler aussi. Et la preuve, c'est que c'est voilà. Donc, y avait pas on n'était pas partisans d'une partie dans la guerre de Vendée. D'ailleurs, j'ignorais quasiment toute cette guerre avant de rencontrer ce monsieur. Alors, et puis maintenant, grâce à ton livre, j'en ai appris beaucoup. Donc, voilà, tu vois, je te le dis et c'est vrai. D'ailleurs, je précise que vous trouvez, on sait, enfin les gens qui s'intéressent au sujet savent que Reynal Secher a publié des documents inédits. Alors, dans les documents inédits, il y en a la moitié qui ne le sont pas. Hein. Il les présente comme inédits, mais ils ne le sont pas. Moi, je les ai trouvés dans Hollard ou dans les archives parlementaires. Mais bon, bref, tous ces documents-là, vous les trouverez aussi dans mon bouquin, quoi. Puisque dans la mesure où maintenant ils sont plus inédits, vu que je veux faire un travail complet, je mets à portée des gens qui veulent tous les documents. Je pense que c'est une sacrée source. Et pour quiconque en plus, voilà, moi je dis allez-y sans... Voilà, en toute objectivité, il ne s'agit pas d'être partisan pour, contre. Oui, vous lisez, vous faites votre avis. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Philippe. Merci à la régie. Merci aux métanotes. Alors, les métanotes connectés. Allez, on va voir qui est-ce qu'il y a. Notsukao, Electroid, Attila, H, Fred de Lille, Kubi, Fange de Brie, Psychotix, Sbat Revolution, Baba Orom, Liberty, Philos, Patriote, Le Doute m'habite, Attila, Notsukao, Cartman, Brice Séraphin, Lyon-Pard, voilà. Et merci à vous. On se retrouve demain, normalement, si tout va bien. Comme disait Lucien Jeunesse, à demain, si vous le voulez bien. Parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao, ciao. Bonsoir. Merci.